Radio LP Web, en tout temps, 24/7. Get down! Direct dans tes oreilles. Oui, bonjour, ça va bien? Ici, c'est Louis P. qui est en direct ce soir, en ce beau vendredi très frais. J'espère que vous êtes très confortable à la maison pour écouter cette très belle entrevue de ce soir. J'ai l'heureux honneur, même un bon honneur, de recevoir Alan Hurd. Salut Louis. Comment ça va? Ça va super bien. Toi? Ben oui, très bien. Écoute, c'est frais, c'est pas chaud, on est bien, on n'est pas en France. En France, il fait très chaud. Et nous ici... Pôle Nord, il fait très froid. Ouais, ouais. Chanteur, compositeur, interprète. Ouais. Écoute, t'es une petite bébite que j'ai appris à découvrir au cours des derniers temps, puis j'ai vraiment aimé ce que tu fais. Ah ben merci. Puis un interprète quand même qui, quand tu chantes, tu nous donnes des valeurs, ça nous permet de vraiment se concentrer parce que tu nous chantes des ballades, tu nous chantes quand même quelque chose de relativement la vie, quoi. Oui, ben j'essaie de faire que ça vienne du cœur, puis que ça soit empreint d'une certaine sincérité, d'une authenticité, puis tant mieux si ça s'entend. Ben oui, écoute, tu as fait quand même 2 albums. Tu as une courte carrière. Ça fait pas tellement longtemps que tu travailles au point de vue de l'industrie de la musique. Non, exact. 2015, je crois. Oui, 2015, j'ai commencé à enregistrer TDAH Volume 1. 2016, il est paru. Moi, je suis quelqu'un qui a commencé sa carrière, disons qu'il a commencé à essayer d'être sérieux en musique un peu sur le tard. Je joue de la musique depuis que je suis adolescent, mais c'est à mi-trentaine que j'ai commencé à vraiment composer puis à vouloir enregistrer des trucs, à explorer plus des compositions. J'avais fait bien du cover, puis à un moment donné, on dirait que je sentais que j'avais fait un peu le tour de la cour d'école. J'avais des idées aussi. J'avais comme peut-être rendu à un point dans ma vie où je sentais que j'avais des choses à dire. Mais avant de faire ton premier album en tant que tel, tu jouais de la guitare, tu jouais quand même des instruments, tu faisais quand même probablement de la musique un peu ailleurs. Puis comme tu disais, tu faisais des covers, mais c'est depuis quand, ça? J'ai commencé à jouer de la guitare quand j'étais adolescent, donc on parle des années 90. À un moment donné, j'avais des parents très patients qui m'ont laissé acheter un kit de drum. Et puis, et qui m'ont même laissé le jouer dans la maison. Non, j'ai été chanceux. Même de mon premier band, j'ai été drummer. Mais j'ai toujours été vraiment plus un guitariste. Ouais, tu sais, je me retrouvais plus souvent qu'autrement à jouer avec d'autres mondes dans un jam ou autour d'un feu. Puis, tes inspirations musicales dans le temps, c'était quoi? Inspiration, j'écoutais bien du Pearl Jam, du Pink Floyd, du Neil Young, du Bob Dylan. T'étais vraiment dans le rock. Ouais, dans le rock folk un peu planant des fois, là, avec là, tu tombes dans du rock, puis tu tombes dans le country folk, mélangé avec un peu de... Non, mais écoute, c'est complètement 2 choses différentes. Ouais, j'ai toujours trippé country. Mon père, c'est un gars de la campagne, un anglophone. Et puis, lui, il m'a beaucoup fait écouter quand je grandissais, il y avait des disques de Elvis, de Ricky Skaggs, des gars de bluegrass. Du rockabilly. C'est ça, du Chet Atkins, dans cette veine-là. Fait qu'il y a beaucoup des sonorités twang qui m'ont vraiment rentré dans les oreilles. Ma mère, elle était plus dans les Ginette Renault, Tom Jones, on parlait de lui tantôt avant d'être en ondes. Et puis, c'était plus un peu plus du côté pop. Alors, ça a comme fait une espèce de fusion dans ma tête, dans ce que j'aime, puis ce qui sort un peu naturellement quand je prends ma guitare, puis que je sens que j'ai envie d'écrire quelque chose. Ça sort un peu avec ces références-là. Donc, tu étais sur 2 côtés de carrière. Fait que tu étais sur le côté anglophone plus, puis là, aujourd'hui, tu es sur le côté francophone. Oui. Ben pourquoi plus le côté francophone? Parce que là, à un moment donné, le monde change. OK, on va faire du mix, puis ainsi de suite. Mais là, tu t'en vas vraiment du côté francophone. Donc, tu as des nouvelles inspirations. Ouais, d'un, il y en a en masse du monde qui font de la chanson en anglais. Ouais. Puis, en tant que Québécois et fier de l'être, moi,
je suis un peu, je suis né un peu sur la clôture, tu sais, un père anglophone, une mère francophone. Je me suis toujours senti un peu imposteur dans les deux gangs, mais mon cœur puis ma culture est vraiment plus francophone. Alors quand j'ai commencé à écrire, je me suis dit bon, ça va être, c'est plus naturel pour moi. C'est aussi, je suis plus habile côté écriture, d'aller explorer des tournures de phrases qui vont peut-être avoir une certaine richesse ou une certaine profondeur, ou du moins être en lien avec les nuances que je veux vraiment exprimer. Tandis qu'en anglais, je suis moins habile, donc ça tombe un peu vite dans les lieux communs. Puis Là, tu as écrit ton premier album qui s'appelle TDAH. Pourquoi TDAH? Au début, il y a plusieurs raisons. La première, c'était que j'étais très ambitieux. Je me suis dit, je vais faire une trilogie. Donc, ça devait s'appeler Trilogie de Alan Hurd, volume 1. Puis finalement, je me suis rendu compte que c'était aussi un bon buzzword. Donc, ça pourrait faire un bon petit coup de marketing. Puis là, quand je me renseignais sur c'est quoi les symptômes de TDAH, parce que je me suis douté qu'en entrevue, je me le ferais poser la question. Je me suis rendu compte qu'on Je m'en allais vers là. On l'est tous. Tu regardes vraiment les critères de qu'est-ce qui fait que quelqu'un est TDAH. Puis c'est vraiment, là, on met tout au moins un crochet dans au moins 5 boîtes sur 15. Là, tu sais. Non, il en faut comme 11 ou 12 là, pour être vraiment considéré TDAH. Mais j'ai toujours été quelqu'un d'assez lunatique, distrait dans ma bulle. Fait que je trouvais que ça fitait bien avec le personnage. Fait que je suis allé avec ça. Tu as fait beaucoup de compositions. Mm-hmm. Puis j'en suis sûr que tu en fais encore. Oui. Où vient l'inspiration? Je sais que depuis quelque temps, on a beaucoup d'inspiration. On a juste ça à faire à un moment donné. Mais avec la COVID qui vient de passer, puis ainsi de suite, à un moment donné, Je vois pas de quoi tu parles. Ouais, c'est ça. Fait que, non, mais sérieusement, on se retrouve à un nouveau regain. Mais qu'est-ce qui a changé avec ce que tu as composé à partir de ton premier album, puis le deuxième album? Dans le premier album, je dirais que la musique avait tendance à venir en premier, puis à la mélodie, puis après ça, je trouvais des mots pour fitter avec ça. Le deuxième album, ça a plus été l'inverse. C'est plus un exercice qui a débuté avec les paroles, puis après ça, d'amener une musique qui vient rehausser le sens des paroles. J'ai l'impression, dans mon cas, ça faisait un résultat qui était peut-être plus accessible, plus cohérent, qui faisait plus de sens, qui avait peut-être une plus-value, parce que tu veux toujours que la musique est là, évidemment, à moins que tu veux faire un exercice de style puis faire une chanson hyper triste avec une musique très joyeuse. Mais moi, j'aimais bien que les deux, ils se marient bien. Puis, entre-temps, j'ai fait... c'est aussi parce que j'ai fait un certain nombre de retraites créatives, de résidences d'écriture, avec, entre autres, à travers la SPAC. Et ça m'a amené à plus voir ce cheminement-là, d'écrire les paroles en premier lieu, comme étant ce qui est peut-être le plus logique, comme dans mon cas, en tout cas. Il y a bien du monde qui est surtout les bandes. Quand on compose en bande, on va plus jammer. À un moment donné, on va trouver une musique qui est le fun. Puis, hey, on tient de quoi, là? OK, là, on va trouver de quoi à dire par-dessus ça. Tu as l'air d'un style quand même globe-trotteur qui aime ça un peu aller jouer un peu en campagne, puis ainsi de suite. Puis, oui. T'as l'air pas mal comme ça. Parce qu'à un moment donné, j'ai écouté une chanson là, qui avait l'air similaire à ça. Là. Laquelle? J'ai pas le titre par cœur. Là. Faudrait que je te chante, mais... Fais-moi un ton, un petit peu. Non, tu vas peut-être me chanter tantôt. Non, mais sérieusement. Puis, à un moment donné, tu fais comme... j'écoute une chanson, tu fais comme... J'embarque, puis c'est correct. Puis, à un moment donné, mais c'est smooth, c'est correct. Puis, tu sais, t'as pas le goût de dire « Ah, je vais aller voir un autre poste, puis je vais aller voir de quoi. » C'est vraiment très agréable à l'oreille de t'entendre chanter. Des spectacles dans les prochains jours ou dans les prochaines semaines, t'as tout ça? Dans les prochaines semaines, là, en ce moment, je suis en train de commencer mon booking, mais je ne sais pas si tu es au courant à quel point la pandémie a complètement bousillé. Ça a scrappé tout. Donc, les salles de spectacle actuellement sont complètement bookées pour 2022, 2023 et même début 2024 avec le backlog de ce qui a dû être reporté à cause des fermetures des salles. Ça fait que pour l'instant, moi, j'ai comme fait la paix avec ça. Je me suis dit, OK, je ne vais pas m'acharner à cogner à toutes les portes pour me faire dire non, on est déjà booké jusqu'à Noël 2023.
Là, en ce moment, je suis en train de travailler. J'avais fait mon lancement d'album au Lion d'Or le 3 mai. J'ai fait une belle captation de ça avec l'enregistrement multipiste, captation 3 caméras. Donc, je suis en train de travailler en ce moment sur un montage de ça pour partager avec les gens et qui va aussi servir d'exemple à envoyer aux diffuseurs pour leur dire, voici le show, ça vous intéresse-tu? Mais au moins, je veux leur offrir quelque chose de qualité qui donne vraiment un bon rendu de ce à quoi on peut s'attendre en salle quand on va venir voir un show d'Alan Hurd. J'ai aussi un band qui s'appelle Les Frères Paul, avec qui on est en train de... J'ai vu ça à quelque part, oui. Ouais, avec qui on est en train de commencer à composer aussi des chansons. Ça aussi, on a eu une belle occasion qui s'est présentée à nous. On est allé faire une captation de quelques-unes de nos chansons, dont des compositions. Ça fait qu'on est tout en train de préparer. En ce moment, il y a beaucoup de tartes dans le four qui sont en train de cuire. Et pour toi, est-ce que tu trouves le temps de te retrouver à quelque part là-dedans? Ou bien non, c'est directement ton hobby, ta passion qui fait en sorte que tu te retrouves? Me retrouver où? Dans la chanson. Oui, ben moi, la musique, ça a toujours été ma principale passion. Puis, je pense que une des raisons aussi que j'ai pas commencé à faire de la musique, ou du moins essayer de faire de la musique professionnellement dès le début de ma vie adulte, j'avais toujours un peu cette peur-là que si à un moment donné, ça devenait mon métier, puis que je me sentais obligé de faire ça, obligé de m'asseoir avec ma guitare, puis de devoir pratiquer, puis de devoir répéter, que ça devienne un fardeau, puis que je perde ma principale passion. Ça, c'était une des choses qui me terrorisait le plus. Donc, j'ai comme mis ça un peu sur le back burner pendant un certain nombre d'années, puis jusqu'à ce qu'à un moment donné, je me suis déniaisé. Je me suis dit, non, attends une minute, là, de quoi j'ai peur vraiment? Ben, écoute, avec tout ce qui se passe en ce moment, on m'a dit il y a des raisons d'avoir peur, mais quand tu en fais une passion, puis quand tu en fais quelque chose, comme moi je fais une passion au point de vue de la radio, on n'a pas de limite de temps, puis on n'a rien là-dessus. Là. Écoute, je fais des heures et des heures de fou. Là. C'est ça. On fait à peu près 10 heures par jour sur la radio, puis 10 heures de travail. Sur 24 heures, tu couches 4 heures, à un moment donné, tu fais comme OK, ouais, le lendemain, tu es fatigué, mais tu as réussi à faire quelque chose de bien. Bon, ben, je vous trouve bien peu cerné, mon cher Louis. Ouais, mais ça, c'est... En tout cas, il y a d'autres cernes ailleurs. T'as une bonne crème de nuit? Si on parlait de Limoilou, ouais. qu'est-ce que t'en dis là-dessus? C'est une chanson, c'est une histoire fictive. Mm-hmm. Je me suis jamais retrouvé avec un pick-up beige dans un banc de neige à tomber en panne puis à me faire aborder par une chauffeuse de remorque. C'est vraiment une histoire complètement inventée. C'est parti, en fait, cette chanson-là, c'est parti d'un exercice de style. Je me suis dit... Donc, on peut pas se fier directement à la vidéoclip que tu as fait sur YouTube ou quoi que ce soit. Non, c'est de la fiction, ça. Moi, je rêvais. J'ai envie de te dire, comme la grande majorité des gens. Non, mais tu sais, c'est comme faire un film. Là, si on fait vraiment on s'inspire vraiment carrément de la vie, mais des fois, ça, comme disait Nick Cave, là, pour une chanson, là, il faut que ça bouge. Là, si à un moment donné, tu as une pièce, la pièce est vide, il se passe rien, fais rentrer un clown. Bon, si le clown, il arrive, shoot le clown, voir qu'est-ce qui arrive. Ça a besoin, on a un certain nombre de lignes où est-ce qu'il faut qu'on raconte quelque chose qui à un moment donné, va capter l'attention de ton auditeur. Donc, c'est un petit peu le défi que je me suis donné avec ça. Puis, je me suis donné tout de suite l'espèce de structure prosodique de quelque chose crément en hausse, papa ou. Tu sais, toujours finir en ou. Bon, OK. Après, c'était un peu contraignant au début. Puis, finalement, je me suis rendu compte que j'avais bien du fun. Fait que je commence à sortir des lignes, une chose. J'étais tout décousu. Puis à un moment donné, il est venu mon fil conducteur. Hey, ça va être l'histoire d'un gars qui décide, il s'ennuie, puis il se met sur Tinder, puis tatitata, puis ça finit. C'est parce que j'arrive au point de dire, écoute, tu fais du country folk ou quoi que ce soit, puis tu sais qu'au point de vue du country en tant que tel, beaucoup de gens racontent leur vie avec ça. Oui. Fait que donc, on se dit, est-ce que c'est du fictif ou c'est les réels ou pas? C'est pour ça que je jamais posé la question, parce que t'es situé dans une catégorie aussi que dans la majorité des chanteurs country ou folk ou peu importe, country rock, ils ont toute une histoire de vie réelle là-dessus. Oui. Fait que c'est pour ça que j'aimais mieux la poser. Ben, c'est naturel, je pense, de s'inspirer de notre vécu. Puis je dis pas que tout dans Limoilou est complètement inventé. C'est sûr qu'il y a des choses qui sont parties de ma vie, mais
Mais non, c'est ça. C'est pas parce que ma vie n'est pas intéressante. Là, Ben, écoute, il faut qu'elle soit intéressante. Tu es ici quand même à Montréal depuis les années 2000. Ouais. Puis, t'as changé complètement de vie. Tu arrivé de la campagne, ou presque, de la Rive-Sud, dans le fin fond de... je me souviens pas où, là, mais... Comme campagne, banlieue, mettons. Banlieue, là, ouais, c'est ça, un petit peu plus loin. Puis tu arrives dans le centre-ville de Montréal, tu arrives dans un univers complètement différent. Là. Ouais. Ah, moi, quand je suis arrivé à Montréal, je saluais tout le monde sur la rue. Un moment donné... Puis à un moment donné, ma blonde à l'époque, qui est la mère de ma fille, Sarah Maud, elle me dit, c'est parce qu'à un moment donné, tu peux pas... Tu peux regarder de travers Tu un te rends gars, compte que les gens, ils te répondent pas nécessairement. c'est C'est ça. Ton cheminement à Montréal, est-ce que tu l'as trouvé dur au départ? À partir de est-ce que tu t'es emmené ici pour faire de la musique ou tu avais déjà quelque chose? Ok, tu étais dans un autre. Ouais, non. Je déménageais à Montréal parce que j'étais à l'université. J'étudiais en architecture à l'époque. Puis j'étais à l'université de Montréal. Puis à un moment donné, 1h30 matin et soir de voyagement. Oh. C'était un peu lourd. Tu sais, j'ai lu beaucoup de livres, là, mais c'était ça. J'étais un peu tanné. Je me suis dit, je vais déménager à Montréal. Puis à l'époque... Est-ce un regret? Pas en tout. J'aurais dû faire ça avant. C'est complètement un autre monde. Mais surtout que toi je pense que tu es d'origine du plateau, là, présentement. Oui. Ouais. J'étais arrivé sur le plateau. Ben, en fait, c'est notre premier appartement. C'était notre Petite France. On avait un 4,5 qui coûtait 390$. C'était en moyenne, c'était la règle d'or, c'était 100$ la pièce à l'époque sur le plateau, en 82, en 2000. Fait qu'à 390$, on était juste un petit peu en dessous. Puis disons que aujourd'hui, c'est plus pareil. Oui, la rectitude des planchers témoignait bien en dessous de la moyenne du loyer. Mais c'était génial. On était vraiment en plein cœur. On était sur la rue Cartier. Puis c'était génial. Puis j'étais juste à côté de... C'était à 2 pas de où habitait Dédé Fortin. Ça fait que quand on a appris la nouvelle, disons que c'était... Ça frappait proche de la maison. Moi, j'ai connu Dédé Fortin. Ah oui. C'était un gros coup. On s'était sur le choc. Là, les larmes, là, ça coulait. Écoute, j'ai vu t'apporter ta guitare. Ça serait bien que tu nous fasses une petite tonne, là. Ah oui, si ça te tente, on est en direct. Fait que ça serait... Fais-nous une surprise. Je vous rappelle qu'il est en train de se préparer pour jouer de la guitare et chanter peut-être une petite chansonnette avec ça. Ça risque d'être assez bien. Où est-ce que je place le micro pour que ça pogne? Pas besoin, ça pogne très bien. Ça pogne bien tout ça, là? Oh ouais, ça pogne très bien. T'as même pas besoin de... Moi, j'ai juste à m'ajuster ici, puis tu vois, ici, c'est... La sonorisation est vraiment... C'est de le placer à peu près à moyenne entre la guitare et la voix. On va te faire une chanson qui est partie, en fait, d'une... Celle-là est carrément partie de la musique. Non, je me trompe. Elle est partie des paroles, celle-là. C'est une chanson qui s'appelle « Cœur de pierre ». Je suis tombé à un moment donné sur le refrain, puis j'étais comme, attends une minute, il y a quelque chose à faire avec ça. Puis c'est devenu un peu je me suis projeté dans l'esprit de si j'étais un mollusque, si j'étais une huître, qui a de la misère à parler, puis qui a de la misère à extérioriser les choses, mais qu'à l'intérieur d'elle, elle a une belle petite perle. Ouais. Il faut la laisser sortir, puis il ne faut pas la laisser sortir parce que l'huître est morte et que finalement, c'est assez dégradé. Donc, Alan Hurd, mesdames et messieurs. J'ai perdu le compte des mots que j'aurais tant voulu entendre. Un jour sortir de ta coquille. Mais pourquoi après tout baisserais-tu ta garde? Après tout le sable que je t'ai craché. Si chaque grain de sable a le pouvoir de se transformer en verre, je garde espoir d'un jour voir dans ton cœur de pierre. Si chaque grain de sable a le pouvoir de se transformer en verre, je garde espoir d'un
d'un jour voir dans ton cœur de pierre ébloui par tant d'amour que j'aurais tant espéré voir un jour entrer dans ta coquille. Mais pourquoi se laisser éroder par des vagues et offrir bêtement au sable une autre paire? Si chaque grain de sable a le pouvoir de se transformer en verre, je garde espoir d'un jour voir dans ton cœur de pierre chaque grain de sable a le pouvoir de se transformer en verre. Je garde espoir d'un jour voir dans ton cœur de pierre. Comme je disais, on se laisse bercer. C'était pour... Écoute, tu peux pas être sur speed avec ça. Non. Tu peux pas, c'est impossible. Tu peux essayer. Oui, mais écoute, là, il va battre triper, le gars. Sans le savoir, il va battre triper. Il va changer de trip. Il va être sur le slow. Écoute, non, mais écoute, je suis bouche bée parce que c'est vraiment, ça sonne bien. Merci. C'est vraiment une belle balade. C'est pas... C'est sans faute. C'est un sans faute. Puis, je vais te dire sincèrement, cette chanson-là, est-ce qu'on la retrouve sur un des albums? Oui, c'est la chanson, je pense que c'est la 5e ou 6e chanson sur l'album Les Pièges. Et en fait, c'est drôle parce que cette chanson-là était pressentie pour peut-être être le premier single qu'on sortirait avec l'album, qui a été finalement Limoilou. Mais je me souviens quand je l'enregistrais, j'étais avec Marc Pérusse qui a réalisé l'album, et puis j'étais dans son salon, on enregistre des maquettes, et on est en train de commencer la pré-prod, puis je l'enregistre, puis là, je finis la tune, puis je dis « Marc, tu trouves pas qu'elle est endormante? » il dit non, il dit c'est le contraire, c'est un petit peu comme ce que tu me dis, elle a comme une espèce de côté mantra, c'est la même ritournelle de 3 accords tout le long de la chanson, mais il est arrivé avec une espèce, moi j'ai enregistré une maquette guitare-voix, puis après ça lui il a continué, puis il a bisouné ça avec sa magie, puis il a fini par faire une espèce de long crescendo que quand on l'écoute sur l'album, moi aussi, des fois, je me laisse prendre. Je fais comme tabarnouche, c'est vrai qu'il y a... Non, mais c'est la puissance de la répétition. Exact. Mais tu te laisses prendre parce que c'est pas de quoi que on s'énerve. Je te dis, tu as le goût d'en entendre encore plus, puis je suis certain que les gens... Je vois des gens sur Messenger qui... non, mais sérieusement, c'est ça. On embarque dans tout, puis... Écoute, est-ce que l'album au complet, c'est ce style-là? Je pense qu'il y a quand même des choses un peu plus rythmées. Oui, c'est en général, il est assez easy listening. C'est un album qu'on a fait pour avec l'optique de nous, si on l'écoute, on va vraiment triper là-dessus. C'est pas pour essayer d'impressionner la genre musicale ou que il y a des fois des albums qui sortent, puis tu te dis, OK, je comprends absolument rien, mais je pense que c'est très complexe.
ou que des fois on essaye de faire de la musique qui est extrêmement riche d'un point de vue musical, mais que finalement, il n'y a pas grande émotion qui transperce. Je me suis laissé prendre dans ce piège-là aussi à quelques reprises pour finalement revenir à des choses plus simples parce que c'est ça la musique. C'est quelque chose qui nous fait vivre quelque chose, qui nous transmet une idée, qui nous transmet une émotion. Ouais, transmet de la passion. Ouais, et puis le meilleur conseil, je pense, que j'ai reçu, ça venait justement de Marc Pérusse. Il m'a dit, Alan, une bonne chanson, c'est quand ton auditeur il arrive à la fin, puis il se dit, hey, tabarnouche, il a réussi à dire ce que j'ai toujours voulu. Il a réussi à exprimer quelque chose que j'ai jamais trouvé les mots pour le dire. Fait que c'est un peu le défi que je me lance à chaque fois que j'écris une chanson. Mais c'est un beau défi parce que ça donne la personne qui la jette, la personne qui l'écoute, aussitôt tu vas en sortir un autre, il va aller l'acheter. Mm-hmm. Parce qu'il sait exactement à moins que tu changes complètement ton créneau totalement, mais ça reste que ta voix est là, ça reste que ton créneau de voix, je pense pas que tu iras chanter du Megadeth demain matin. Là. Non, c'est très assumé, tu sais, puis je suis pas un chanteur, entre guillemets, à voix, tu sais, je veux dire, j'ai fait des auditions de la voix à un moment donné, parce que, C'est une autre histoire, ouais, c'était pour un peu pour le trip. Puis évidemment, tu sais, je me suis pas fait prendre. Ben, je dis évidemment parce que ceux qui passent là, c'est des cantateurs. Ouais, mais là, tu t'arrêtes-tu imaginer de passer à la voix? Non. C'est une grosse machine. Là. Non, effectivement, ma gérante, elle m'avait dit, OK, là, la stratégie, elle dit, tu vas faire les auditions, check bien ça. Puis le but, c'est que tu te fasses prendre, que tu profites de la visibilité que ça te donne, mais tu gagnes surtout pas. Mm-hmm. Ben, c'est ça, parce que... Elle dit, va pas te faire pogner dans un contrat avec eux autres. Je connais tellement de monde qui... Je vais-tu me faire poursuivre si je finis ma phrase, moi? Là? Non, je connais une couple de personnes, disons, qui ont eu beaucoup de misère à se sortir d'un contrat pour regagner leur liberté. Ben, les grosses maisons créative. de production, on s'entend que les grosses maisons de production, quand on arrive avec Star Academy, on arrive avec La Voix, on arrive avec The Voice au côté Toronto, Ontario, ils ont beaucoup de difficultés exactement, puis ils sont liés par un contrat pour plusieurs années. Mm-hmm. Puis un album Star Academy, un album de La Voix, un album, tu es en train de préparer quelque chose pour toi, mais il faut que tu travailles selon les critères de... Je n'aimerais pas les grosses maisons de production en tant que telles, c'est pas mon choix, c'est juste que c'est pas mon but, mais je veux juste que quand on arrive, on rencontre un chanteur, compositeur, interprète qui a bâti sa vie à faire de la musique, comme toi tu fais, puis qui arrive à un moment donné à un point où ce que tu es rendu, tu te dis, puis j'ai aimé, qu'est-ce que tu as dit tantôt, c'est qu'avec la COVID ou quoi que ce soit, ça a changé beaucoup de choses, mais au point de vue des salles de spectacle, bien, ainsi de suite, sont tellement bookées parce qu'il y a du retard et il y a tout ça à faire que tu prends un autre chemin pour faire quelque chose de possiblement mieux. Oui, bien, ça nous reconnecte sur la raison pour laquelle on commence à faire de la musique au départ. Bien, je dis je vais parler au jeu, là. C'est vraiment une question de passion. C'est une expression créative, une expression artistique. On a tous notre façon de nous exprimer. Moi, ça donne que c'est la musique. Mais ça m'a reconnecté avec les vraies raisons pourquoi je fais ça. Puis c'est pas, tu sais, à un moment donné, on se fait prendre quand tu es auteur-compositeur, tu te dis, bon, OK, si je veux avoir une subvention, il faut que je montre que j'ai un potentiel commercial. Bon, fait qu'à quelque part, il faut que je fasse quelque chose qui est faire des compromis, faire un peu plus quelque chose de pop, alors que moi, j'ai plus envie de faire quelque chose qui est plus champ gauche. Fait qu'on finit par accepter un petit compromis ici, un petit compromis là, puis à un moment donné, on se rend compte, à ta minute, je me suis éloigné de ce que j'aimais faire comme musique. Récemment, je réécoutais mes premières maquettes, mes premiers enregistrements, puis c'était bien plus weird que ce que je fais aujourd'hui. Tu sais, aujourd'hui, c'est quand même assez entre guillemets, radiophonique, mais ce que je faisais dans mes premières maquettes, ça n'avait jamais passé à la radio, mais on dirait que je trouvais ça plus trippant. Fait que j'ai comme envie de retourner un peu vers tu fais un ça. heureux mélange. Écoute, aujourd'hui, il y a des gens qui osent de faire des choses un peu plus... je regarde Bleu Jean Bleu ou peu importe, juste une affaire de patate, ça a rendu un coton ouetté ou quoi que ce soit. Ça a fait... Non, mais c'est ridicule, mais ils ont fait des hits avec ça. Ben on est rendu, si on en regarde le nouvel album de Stevie Shock qui s'en vient, ou ben non, je regarde Boucher, où ils ont tout un petit quelque chose qui en a dedans, puis c'est justement ça que le monde
veulent se ressentir, hey, la Exactement. patate, la chose. Puis c'est drôle, c'est humoristique, mais c'est un peu la vie réelle. Exact. Exact. Ils viennent aborder quelque chose, comme justement, tu parles de Blue Jeans Bleu, puis ça, c'est un super bon exemple d'un band qui ne se prend pas au sérieux. Des méchants players, par exemple. Ça, ces gars-là, là, j'étais allé les voir, là, c'était quoi? C'était à l'automne dernier. Et, mon gars, j'ai pogné de quoi? C'est des méchants musiciens, ces gars-là. Puis, en plus, ben, ils ont une espèce d'angle que c'est complètement déjanté, là, tu sais, justement, la toune sur l'espresso, trop de patates, Ouais, un moment donné, j'ai entendu ça, j'ai fait, mais non, Ah, non, ils n'ont pas fait ça pour vrai. Mais autant que du Yellow Molo, Mhm. du passé, Ouais, puis eux autres, ils ont dénoncé dernièrement quelque chose qui était réellement vrai. OK. Puis tu te dis, ils arrivent avec un nouveau concept de musique, puis que là, possiblement, c'est pas fini, là. Je les vois partout, on les voit sur tous les réseaux sociaux, puis on se dit, ben, ils ont encore quelque chose à donner. ouais. Oui, c'est un échange perpétuel, la musique. Et puis Est-ce que tu trouves que les radios commerciales boudent beaucoup l'industrie de la musique québécoise? J'aurais tendance à dire, je sais pas, je les écoute pas, mais la réponse c'est oui. C'est-à-dire que les radios commerciales, c'est à se demander si c'est pas des robots qui font la programmation, parce qu'ils sont capables maintenant en real time de détecter aussitôt qu'il y a s'il y a une toune qui part, puis il y a un dixième de l'auditoire qui change de poste. Ah, cette personne-là, tout à coup, n'est plus dans le carrousel. Ouais, Les heures de grande écoute, c'est généralement de la musique anglophone qui va passer. La musique francophone, ils passent leur quota dans des medleys. Moi, à un moment donné, quand j'avais sorti mon premier album, j'ai mon premier single qui avait été rentré comme buzz du mois à Radio Énergie. Et puis là, je me suis dit, OK, je vais écouter. Tu sais, fait que là, je me suis mis à écouter Radio Énergie continuellement. Je n'entendais jamais ma chanson. Un moment donné, je allais sur les playlogs, puis je voyais, OK, c'était toujours après 9 h le soir ou avant 8 h le matin. Fait que c'était un petit peu frustrant, tu sais, en tant qu'artiste qui essaie de se faire découvrir, de se rendre compte que si t'es pas American ou que t'as pas 500 millions de streams sur Spotify ou de views sur YouTube, sur ton vidéoclip, le commun des mortels ne s'intéresse pas. Donc, ça fait une espèce de 100 loop. 000 piastres. Ouais, ou 100 000 piastres. Donc, ça alimente une espèce de loop où est-ce que c'est un peu comme au cinéma, on voit toujours les mêmes comédiens qui jouent dans les films parce que c'est le monde c'est les comédiens qui sont connus par les gens, mais ils sont connus par les gens parce que c'est toujours eux qui jouent dans les films. Donc, c'est un petit peu malheureusement la même réalité en radio. Puis il y a des très, très bonnes choses là, qui tournent en radio, mais effectivement, ils vont avec des valeurs sûres, ils ne sont pas assez aventureux à mon goût. Est-ce que Alan peut arriver à un moment donné de dire, moi, je vais faire de la composition pour la musique de film, justement, j'ai pris ça en note, la musique de film, la musique de soirée, de grand gala ou quoi que ce soit. Mais est-ce que, parce que tu es compositeur, tu es un interprète, mais est-ce que tes compositions, tes voix dans une situation comme ça? Ben, je te dirais, les premières compositions que j'ai faites, ça a été pour du film. J'ai fait quelques compositions pour des courts-métrages et c'est ce qui m'a vraiment donné la piqûre de la composition. On parle de 2010-2011. Ouais. J'avais collaboré sur un film qui s'appelle Célia, qui avait réalisatrice Nancy-Lynn Baudry, ce film-là avait été retenu au Short Film Corner de Cannes. Fait qu'on a pris des billets dernière minute pour aller sur la Côte d'Azur représenter ce film-là au Festival de Cannes, qui est une espèce de bazar sans queue ni tête. C'était quand même intéressant comme expérience, là, mais on avait aucune attente qu'il ressorte quoi que ce soit. Ça, c'est une expérience. Ben, je sais que je pense que tu as été en Europe aussi pour chanter aussi, là. Oui, en 2019, j'étais allé faire un petit show à Astafar, chez Francis Cabrel. Ça, c'était génial. On était une quinzaine d'auteurs-compositeurs, surtout français, quelques Belges, Suisses, et on était deux Québécois qui avaient été envoyés là par la SPAC. Et on passait 10 jours à essentiellement composer des chansons en collaboration avec les autres artistes qui étaient là. Et à la fin des 10 jours, on monte un spectacle
à partir des chansons qu'on a faites. Il y a un jury qui analyse la trentaine de nouvelles compositions et en choisit une quinzaine pour monter un spectacle. Et dans ce cas-ci, à cause que c'est la 50e édition, donc c'est biannuel, donc la 25e année, normalement, la cohorte vient faire un spectacle en première partie de l'artiste invité, qui cette année était Big Flo et Oli, mais aussi il y avait un deuxième soir où est-ce qu'on faisait aussi la première partie de M. Cabrel avec son band. Ça fait que ça prenait un spectacle qui était adaptable aux deux publics, ce qui était vraiment pas la même crowd. Donc, c'était vraiment, vraiment trippant. Et moi, j'avais écrit une chanson qui s'appelle « Pendant que tu dormais » avec mon ami Mayou, que finalement, j'ai jamais réendisqué après, mais qui était une belle petite ballade qui s'adressait à... écrite un peu du point de vue du père qui dit à son enfant « Je ne serai pas toujours là pour te regarder dormir, mais voici ce que je te souhaite. » Et voilà. C'était... Mais ton expérience que tu as eue en France, parce que ça a été quoi, peut-être une semaine, 2 semaines? Oui, 10 jours. 2 jours, exactement. Ouais. Rencontrer Francis Cabrel, un homme sympathique. Génial. D'une humilité et d'une générosité sans nom. Il nous a invités chez lui pour prendre l'apéro dans son studio. Son studio qui est en haut de son vignoble. Il y a un vignoble aussi, donc on en a profité pour acheter quelques bonnes petites bouteilles du domaine Boiron. Et puis pendant qu'on est là, il arrive, un moment donné, il interrompt le party, puis il dit « Alors, j'aimerais avoir votre attention demain soir, lors de notre spectacle. S'il y en a qui seraient intéressés de peut-être faire quelques harmonies, on aura besoin de choristes. » Et puis, nous, on n'en revenait pas. Donc, là, il nous présente sa chanson band qui arrive, puis là, il nous joue la chanson, puis il nous explique c'est où. Puis c'était des harmonies relativement simples, ce qui était bien pour monter la veille du spectacle. Tu t'envoies triper, là. Ah, ben là, je peux dire que j'ai partagé la scène avec Francis et Cabrel. Non, mais t'as trippé, c'est sûr, c'est un trip. Là. Francis Cabrel, moi, je viendrais de dire, retour en arrière, tu veux-tu venir chanter? Je pense que me ferais 3-4 semaines de vocalise avant de mais je pense que j'irais. Francis Cabrel, c'est un dieu pour moi. Là. C'est un monument, tu sais, puis d'avoir vu son spectacle de proche, en coulisses, tu te rends compte, c'est pas... ces gens-là qui sont aussi grandioses, c'est pas par leur... c'est souvent de par la simplicité de qui ils sont, puis à quel point ils se prennent pas pour un autre, qui fait qu'il arrive à être aussi généreux avec son public et de nous faire partager un moment où est-ce qu'il s'ouvre complètement et se livre corps et âme à son public à travers ses chansons. Ça te tente-tu de partager un autre moment? Parce que je regarde la guitare, je te regarde. J'ai juste le goût d'écouter encore une petite balade, quelque chose qui était capable de nous offrir, si c'est possible. Avec grand plaisir. Ben, tu sais, on parlait de la pandémie tantôt, puis je m'étais dit, OK, je tomberai pas dans le piège d'écrire une chanson sur le confinement. Fait que la voici. D'habitude, j'ai mon band gear qui s'occupe de ça, là. Retourner ma guitare. Mais c'est les joies du direct, c'est ça. Ben ouais, j'adore ça pour ça. Je m'ennuie à mort, jour après jour. Si ma télé arrêtait de me regarder, là je me retrouverais vraiment tout seul à regarder trop loin par en dedans. Je serais même jaloux d'une clé cassée, car la serrure la serre autant que je serre des dents. Sans direction, je cherche un lieu où le ciel est simple et généreux, comme quand on serre dans nos bras. Hey Joe, penses-tu croiser une étincelle bientôt? Penses-tu que tout peut revenir pareil comme avant? Ça
pourrait toujours aller bien pire. Si à chaque fois où on met le nez dehors, 100 000 regards laissaient l'espoir mourir pour des raisons que j'ignore. Et je rêve chaque soir de me voir courir, les yeux fermés, les mains vers l'avenir. Sans direction, je cherche un Dieu qui peut me faire croire qu'on est vraiment mieux de savoir d'avance ce qu'on va perdre. Hey Joe, penses-tu croiser une étincelle bientôt? Penses-tu que tout peut revenir pareil comme avant? Les pieds pris dans mes propres pièges, je me rends compte qu'un homme à terre ne s'est jamais reconstruit en un jour même, en regardant loin devant. Si l'horizon peut marier l'infinité du ciel et de la plaine, une étincelle nous laissera le temps de nous montrer avant de partir à quel point on s'aime. Penses-tu croiser une étincelle bientôt? Penses-tu que tout peut revenir? Rassure-moi donc, Joe. Penses-tu croiser une étincelle bientôt? Penses-tu que tout peut revenir pareil comme avant? Hey Joe. Comment tu l'as appelé, la chanson? Ça s'appelle Comme avant. Comme avant. Et Joe faisait pas partie de la chanson jusqu'à la toute fin. En fait, c'est que au début, mon refrain, c'était juste « Hey, oh, oh, penses-tu croiser une étincelle bientôt? » Je cherchais quelque chose qui ouvrir avec quelque chose en haut, tu sais, je trouvais que ça sonnait bien. Puis à un moment donné, le « Hey, oh », je le trouvais un peu vide de sens. Je me suis dit, tiens, je connaissais un prénom qui monosyllabique, crime en haut. Ah, Joe. Non, mais c'est correct. Ça ne s'adresse pas à personne en particulier, non, ça s'adresse surtout à moi. C'est ça. Puis, écoute, c'est une belle composition. Merci. Puis, j'ai rencontré beaucoup d'artistes, puis on parlait de la COVID, puis il arrive toujours quelque chose. On ne voulait pas composer, on voulait pas, mais à un moment donné, on veut pas. On avait le temps. Ouais, c'est ça. Ils à part de faire des enfants ou à part de faire d'autres choses, à un moment donné, tu prends la guitare, tu grattes, puis tu réussis à faire de quoi, puis ça risque d'être un hit. Puis j'ai beaucoup de gens avec qui je parle dernièrement, Yannick Boivin ou peu importe. Il y a beaucoup de compositions qui se sont faites dans cette période-là. Ben oui. Beaucoup de séparation de groupes. Oui. Danny Bédard qui est parti de la chicane. On parle aussi Yannick Boivin qui est parti. En tout cas, on peut en compter. Là. Mais qui arrive à un moment donné avec des solos de fous, de malades, qui nous disent écoute, on a composé ça. Puis c'est pas simplement du négatif. Non, au contraire. Parce que la COVID a donné quelque chose quand même pour tout le monde, les chanteurs, compositeurs, interprètes, le temps de se retrouver. Oui. Qu'est-ce que je pense? Ça a donné le temps vraiment de prendre du recul puis de voir effectivement qu'est-ce qui marchait pas dans la société. Depuis au moins 10 ans, là, souvent, je me suis ramassé dans des conversations où est-ce qu'on parlait de quelque chose qui marche pas sur la planète, puis qu'on se prenait la tête en se disant « Non, mais ça n'a pas de bon sens, il va bien falloir qu'il arrive quelque chose un moment donné. » Puis un moment donné, il arrive ça, la guerre en Ukraine, il y a un paquet de choses qui arrivent, les ouragans, tout ce qui arrive en ce moment, là, c'est fou. Oui. Ouais, il y a de quoi s'inspirer. Il y a de quoi s'inspirer. Souvent, les choses, les difficultés, c'est souvent ça qui nous confronte aux plus grandes
conclusion, constatation, puis c'est ça qui donne envie de le partager, que ce soit dans une chanson ou quoi que ce soit. Fait que depuis 2019-2020, 2021, on a concocté un album qui, moi, à mes yeux, la préparation est fabuleuse. La pochette est merveilleuse. Tu appelais ça piège. Le piège. Les pièges, oui. Puis les balades qui sont à l'intérieur sont vraiment superbes. Moi, j'en ai entendu une ou deux grâce aux réseaux sociaux. Puis, comme j'ai dit tantôt, Limoilou, c'est quand même une chanson fétiche. Au point de vue de ça. De l'album, merci. puis au point de vue du visuel. Parce qu'on a un visuel, Ouais. puis on a le chose. Écoutez, qu'est-ce que je pourrais dire de plus? Pas de spectacle, tu es en préparation de faire quelque chose, un nouveau projet qui va probablement cette année ou l'année prochaine qui va être prêt. Oui, là, je suis en train de travailler justement sur un vidéoclip pour la prochaine chanson qu'on va lancer comme un single, qui est la 3e chanson sur l'album. Ça s'appelle « Ça m'arrangeait ». Je suis aussi en train de travailler sur le montage, comme je te disais tantôt, du spectacle de lancement. Puis ça, j'essaie d'en faire quelque chose qui va donner envie aux gens, non pas juste de l'écouter pour découvrir la musique, mais carrément que ça puisse être quelque chose qu'on se met pendant qu'on fait à souper. Ça peut être quelque chose qu'on a envie de regarder un peu comme sur Netflix, un spectacle. Ça peut être quelque chose aussi qui peut servir de carte de visite. Donc ça aussi, ça va s'en venir bientôt. Est-ce que tu visionnes Rideau, Rosec? C'est aussi pour séduire ces jurys-là. Ces fameux plateformes, oui. Je voulais pas trop le dire, là, mais oui, c'est beaucoup. Ben, mais il faut le dire, parce que c'est quand même des bonnes plateformes pour les artistes de la relève en tant que tel. C'est la seule façon de pouvoir vendre son show. C'est la grande porte d'entrée pour les plus belles salles du Québec. Et puis, c'est très contingenté. Je pense à Rosec qui ont en moyenne 1500 applicants à chaque année et qui en prennent 100. Les places sont très limitées. Puis, j'entends pas tout le temps, je suis membre de ces rideaux Rosec. Ouais. Un paquet de choses. On garde toujours la licence open. On ne sait jamais. En vieillissant, un petit chanteur, on le produit. Puis, puis ça se peut, je ne sais pas. On ne connaît pas d'avenir. Puis je sais que c'est des belles plateformes. C'est vraiment des belles plateformes. C'est quand même un long cheminement. Là. C'est quand même beaucoup de travail. C'est beaucoup moi, je pourrais dire ça. De temps, il faut que tu donnes là-dessus directement à la bourre. Surtout que Rideau, c'est à Québec dans la majorité des cas. Puis, c'est des belles fins de semaine à passer du matin au soir en rien d'un kiosque qui risque d'être assez spécial. Sauf si tu fais 2-3 prestations, ça t'aide aussi. Là. Ben oui. Donc, qu'est-ce qu'on peut souhaiter à un chanteur comme toi? Parce que tu es humble. C'est une passion. De continuer, c'est sûr. Ça, c'est sûr à 100%. Mais tu dois avoir un rêve au point de vue de la chanson, de chanter avec quelqu'un en particulier. Ou, ben non, c'est sûr que là, avec Francis Cabrel, tu dois avoir d'autres choses aussi. Mais c'est quoi ton thrill? Ça va être quoi ton plus gros challenge? Je veux dire, je veux le faire, puis je vais le faire, mais dans 5 ans ou 10 ans. Mon plus gros thrill. Ben, écoute. Ou tu l'as déjà fait? J'ai envie de te dire, c'est juste d'être encore en mesure de continuer à partager ma musique aux 4 vents, puis de pouvoir faire de la tournée, puis qu'on ne nous referme pas les théâtres comme on a fait, puis que... Je pense que cette erreur-là, c'est fini. Je le souhaite. De continuer à vivre ce beau trip-là, cette belle aventure-là. Continuer à sortir des albums, continuer à enregistrer de la bonne musique, continuer à écrire des chansons qui viennent du cœur puis qui touchent le cœur du monde. Faire le tour de l'Europe, ça t'intéresse au complet? Oui. Oui, tout à fait. D'ailleurs, j'avais une tournée qui était supposée se faire en avril 2020, qui a été annulée pour des raisons que je ne m'explique pas encore. Puis ça a été
Ça a été reporté. On regarde potentiellement pour ça aussi dans les prochaines années. Donc, ça va arriver. Ça va arriver. Mais écoute, avec la radio, nous autres, on est mondial. OK? On est écouté en France, on est écouté partout. Puis c'est ça qui fait en sorte qu'à un moment donné, je te dis pas qu'on a des codes d'écoute de fou. Des fois, ça peut être 10 000, 25 000, 2 000, 500, tout dépendant. Le monde, puis l'hiver, c'est encore bien plus fort. Puis là, avec beaucoup de radios affiliées, donc la France qui nous cogne à notre porte, puis qui veut absolument hey, mais on aime ça d'entendre vos chanteurs. Est-ce qu'on peut partager? Puis il y a beaucoup de chanteurs comme Perle, dernièrement, là, je l'ai eu en entrevue la semaine dernière, puis a été contacté pour passer en entrevue directement à la radio de la France. Fait que ça fait juste comme boum, 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 boum. Puis peut-être avant moi, mais ça fait en sorte que plus que tu démontres que tu es là, présence au point de vue des réseaux sociaux, plus ces réseaux sociaux, c'est ça qui est la magie aujourd'hui. Oui, malheureusement. Faut un peu la jouer, la game. Moi, je suis zéro réseaux sociaux, là, je t'avoue. Mais est-ce que tu as pensé de faire quand même des concerts virtuels? Parce que ça fonctionne aussi. Je n'ai fait en tout début de la pandémie, quand tout le monde était chez eux, puis qu'on ne savait pas ce qui allait arriver, puis qu'on se disait, OK, 2 semaines, on va aplatir la courbe. Ça va bien aller. C'est ça. C'est de l'humour. Puis oui, je n'ai fait un peu. J'avais fait un moment donné une thématique feu de camp. J'avais mis mon iPad avec un feu. Non, mais il existe à ça des compagnies qui font des concerts virtuels. Ouais. Maxime Ferrago, il est membre de ça. Il y a plusieurs chanteurs qui s'en vont vers Martine Saint-Clair. Je pense qu'elle en avait fait un ou deux aussi. Il y a beaucoup de chanteurs. Je pense que oui. Puis il y a beaucoup de chanteurs, chanteuses qui ont élaboré vers ça, puis ils ne veulent plus faire de salle de spectacle. C'est vrai? Ah, moi, c'est le contraire. Moi, les shows virtuels que j'ai faits, ça m'a scié en deux. C'était tellement difficile de ne pas avoir le contact avec l'autre. Parce que la musique, pour moi, en tout cas, c'est toute une question du lien humain. C'est d'être dans une salle de spectacle, puis d'être sur scène. Le contact, c'est sûr. D'avoir la réaction immédiate. Puis je parle pas des applaudissements. Là, je parle de, tu sais, t'es en train de parler entre deux chansons, il y en a un qui fait une joke, tu rebondis là-dessus, la machine à café à part, il y en a quelqu'un qui échappe son verre, tu sais, puis c'est live, c'est concret, puis t'as du monde devant toi. Non, mais c'est parce que pendant ta carrière est en pause, moi, la COVID, ça a permis ça. Ouais. Il y a beaucoup de gens qui ont fait beaucoup de virtuels. J'ai appris à connaître même beaucoup de gens comme ça. Donc, toi. Parce qu'à un moment donné, tu checkes tous les chanteurs. Ah, on va le voir. On va le voir. Même si j'ai pas eu le contact direct, mais j'ai été voir, j'ai connu à partir de Pierre Primo. Là, j'ai pu me permettre d'aller voir encore plus. Puis, pour les gens qui ne savent pas c'est qui Pierre Primo, c'est mon relationniste au point de vue de la radio. Donc, c'est un homme extraordinaire. Fait que, donc, je seconde. Un petit compliment là, qui passe un petit peu lourd. Fait que Pierre, tu me dois 100$. Fait que, donc, à partir de... Plus taxe. Non, mais c'est sûr, certain que pendant que les salles sont pleines, les bars, mais écoute, il y en a beaucoup moins. Il y en a confirmé... Puis les resto-bars, puis encore les resto-bars, ils vont mettre un chanteur, puis ils ont ça, sont déjà en manque de personnel. Le monde s'en va vers le virtuel. Fait que c'est un concept qui j'ai payé, moi, 10$ pour regarder un spectacle. C'est quand même agréable. C'est une grosse écran. On regarde le spectacle. Puis, c'est assez intéressant. C'est un art qui s'est développé, qui était probablement à faire. On était probablement rendu là en tant qu'humanité à se dire OK, ben il y a un manque à explorer ici, on va l'explorer. Je suis pas contre la notion de le faire, de l'explorer puis de développer ça. Il y en a qui l'ont fait très 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 bien. Mais je t'avoue quand même que le contact humain. C'est un gros compromis de faire ça. Là, quand on a la possibilité d'être dans une salle de spectacle avec une vraie sonorisation qui vient te faire vibrer jusque dans tes viscères, c'est pas pareil. Ça tente-tu de nous faire une dernière avant de pouvoir dire bye bye, je retourne chez moi? Mais hein. Fait que regarde, fais-nous une petite.
vous en faire une qui s'appelle Nul, qui naît un petit peu dans mon imaginaire. En fait, ça part de la notion de... Tu sais, on vit il y a plusieurs dimensions à cette chanson-là. La première, c'est qu'on vit dans un monde hyper sexualisé. Où est-ce qu'on a de la nudité, mais qui est banalisée. Puis en tant que père d'une adolescente de 15 ans, mettons que je trouve ça des fois un petit peu dommage. Ça a été la même chose à d'autres époques aussi, mais il y a une espèce de banalisation de la nudité que moi, en tant qu'homme, je me dis, mais attends une minute, est-ce que c'est pas mieux, justement, de garder certaines choses voilées? De se garder de la place à l'imagination. Alors, c'est la prémisse de la chanson suivante. Nulle plus belle que toi qui n'était pas nue l'autre matin au coin de ma rue. Et même si tes grands yeux verts ne m'ont même pas offert le moindre regard, pas le moindre regard. Nulle plus belle que toi qui n'était pas nue, et moi le témoin du tableau, où à première vue je n'aperçois que ta robe et ta peau. Que ta robe et ta peau. Belle que toi qui n'était pas nue, au parfum d'orange et vanille, jamais le rêve d'une fille autant ne m'a démangé, au point de chaque nuit m'empêcher de dormir. Nulle plus belle que toi qui n'était pas nue, tes longs cheveux ne laissaient entrevoir qu'un échantillon de ta nuque et me laissait pantois au milieu de la rue, en me tournant l'Eldorado. Oh, oh, oh. Toi qui n'étais pas nu, qui à l'est de tes lèvres montait un soupir de salut, et à l'ouest un sourire conquistador. Ton sud me faisait pointer le nord. Nulle plus belle que toi qui n'était pas nue, et que j'ai encore aperçu ce matin même au coin de ma rue, accompagnée cette fois main dans la main de ta blonde qui elle non plus n'était pas nue. Très belle composition. Écoute, là, tu m'as fait penser un peu à Jim Corcoran. C'est vrai? Ouais. Parce que tu as un style... À un moment donné, quand tu arrives et tu chantes... À un moment donné, tu vas chercher la tonalité de voix. Et puis, écoute, j'aime beaucoup Jim Corcoran. Ah, moi aussi, je l'adore. Écoute, là, tu as été chercher vraiment comme quelque chose d'unique, mais qui fait en sorte qu'à un moment donné, tu penses, un chansonnier, c'est un vrai chansonnier, il est vraiment unique. Puis tu as été chercher quand même quelque chose, comme je t'ai dit, une synchro débile, là. Ah, ben merci beaucoup. Moi, tu m'as fait rappeler ça, là. Je l'avais déjà oublié depuis un certain temps. Là, tu me fais rappeler quelqu'un qui... puis c'était une tonalité qui se faisait longtemps. Puis je pense qu'on est tous d'accord que c'est...
pour moi, là, tu viens de me donner un sourire d'en face. Là. Ah, ben tant mieux. C'est drôle que tu mentionnes Jim Corcoran parce que j'ai quelques parallèles avec ce gars-là. De un, on est nés à Sherbrooke, tous les deux. Et c'est quelqu'un, dans une vie antérieure, j'étais menuisier et puis je suis allé travailler à un moment donné chez Jim. Et puis, j'ai fait un toit par-dessus son balcon. Mais c'était tellement une belle semaine que j'ai passée à chaque matin à me lever en me disant, je m'en vais travailler chez Jim Corcoran un matin. Puis là, toc, 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 il ouvre la porte avec ses petites lunettes, signe de peace, salut. Puis tu sais, d'une gentillesse, d'une douceur, cet homme-là. Il est vraiment, vraiment sympathique. C'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Écoute, je suis vraiment bouche bée parce que je te jure, j'ai vu Jim en face de moi. OK. Tu sais, c'est pas toute la chanson, mais sur certaines, la façon que tu jouais ou quoi que ce soit, à un moment donné, la tonalité de voix, ça a fait comme oh wow, il est là, oh oui, il est là. Ah, ben je vais le prendre comme un gros compliment. Non, ben c'est un bon compliment parce que tout le monde connaît Jim Corcoran comme un grand compositeur, interprète qui a fait c'est plate qu'aujourd'hui, on le voit de moins en moins. Il fait beaucoup de choses, autre chose, mais en tout cas, on n'en parlera pas, c'est sa carrière. Fait que, mais écoute... Ça implique beaucoup, justement, pour faire la promotion des gens de la relève. C'est exactement ça. Très grande générosité. Fait que, on peut acheter tes albums sur les plateformes? Sur les plateformes, sur mon site web, alanheard.com. Il y a un lien pour l'acheter. Et c'est moi, personnellement, qui va envoyer le CD et qui va faire une belle dédicace à quiconque décide de m'encourager par ce moyen-là. Les 2 albums, Les Pièges et TDAH, sont disponibles sur mon site web. Il n'est pas disponible dans les Archambault et HMV de ce monde parce que ça n'existe plus vraiment. Ça va de mourir. Mais... oui, c'est un bel album. On a vraiment fait un gros effort pour en faire un objet qui est agréable à manipuler avec une pochette qui a quelque chose, une plus-value à rajouter par rapport à aller le télécharger. Spotify, Amazon, on peut aller écouter, on peut aller... Tout à fait, ouais. Pour chaque spin, Spotify va me donner 3 millièmes de scène. Ah oui, ça c'est tellement... Peut-être qu'un jour, je vais me faire des dizaines et des dizaines de dollars si je réussis à faire un gros hit. J'ai parlé avec un artiste, ça fait pas tellement longtemps, très populaire, qui tourne énormément, puis a reçu un beau chèque de 28 dollars, 6 mois de tournage. Elle est tellement comme wow. Ce qu'on appelle un succès international. Ben, elle tourne à radio, elle tourne partout, elle va chercher entre 25 et 28 cents, mais elle passe pas sur les heures d'écoute énormes le matin, le midi, le soir. Elle a été chercher un autre 957 $ pour... écoute, elle est en train de pleurer. Là. Non, c'est très vraiment, difficile. C'est pour ça que les artistes sont en train de revenir dire à Socan, écoute, c'est-tu possible qu'on fasse quelque chose? Mais tu sais, nous autres, on paye le permis à la Socan. Une partie de ces redevances-là qu'on paye, c'est supposé d'aller aux artistes. On a demandé, nous, à un moment donné, de dire c'est combien d'argent qui s'en va aux artistes. Parce que moi, ça ne me dérange pas de payer 200$ de plus ou 300$ de plus pour un artiste. Là. Fait que je me dis, ils sont même pas capables de me le dire. Eh bien. Puis les subventions, ils ont diminué, OK. Sinon, tu t'en vas vers l'Ontario Musique Action ou tu t'en vas dans d'autres sphères. Puis là, tu te dis, mais j'ai une chance sur combien d'avoir une subvention pour pouvoir m'aider. Parce qu'un album, aujourd'hui, ça ne coûte pas 2$. Là. Non, c'est ça. Cet album-là, il a coûté à peu près 35 000 en tout et partout à enregistrer, à produire. Dans studio, fait que c'est sûr que ça prend des sous. On n'a pas le choix non plus de faire un produit de qualité dans le marché actuel parce que tout le monde qui... Et quand tu fais du spectacle, c'est là que tu peux essayer de faire de l'argent. Oui, malheureusement, on n'a pas eu la chance de faire au cours des dernières années, les 2 dernières années. Fait que là, les artistes, il faut qu'ils se retroussent les manches puis ils disent, bien écoute, il faut qu'on s'invente, il faut qu'on se réinvente pour qu'on fasse quelque chose. Oui, exact. Donc, encore là, ces deux, les places dans les salles de spectacle sont 2 fois plus contingentées. Il y en a un paquet qui ont fermé. Les billets ont doublé. Les billets, puis carrément, les diffuseurs, ils n'ont pas le choix. Parce que il y a beaucoup pendant un an, ils ne pouvaient pas remplir les salles à pleine capacité à cause des mesures. Alors là, ça faisait qu'ils voulaient être sûrs d'avoir... Donc là, si ils sont pour prendre une chance avec un artiste, ils veulent que ce soit un artiste renommé pour être sûr de vendre des billets. J'ai été voir Tom Jones hier, là, comme je te disais. Écoute, c'est 400$ pour 2 personnes. Là. Puis
c'est OK, c'est de l'argent, là. Ouais. Tu peux pas manger, tu n'as rien fait, là. C'est une soirée de 500, 550. Là. Puis par le Fait temps que, qui court, it's not unusual. Ben, tu sais, c'est le prix d'une vaccination. Non, sans commentaire. Sans commentaire. Non, mais sérieusement, c'est T'inquiète, juste... ça, c'est payé par nos taxes. Payé par les taxes. Mais sauf que moi, c'est moi qui l'ai payé de ma poche. Non, mais sérieusement, c'est juste qu'à un moment donné, tu arrives, tu te dis, mais là, on s'en va où? On était roi Ginette Renault. On a eu la chance de l'avoir il y a 2 ou 3 ans, juste un petit peu avant la COVID. C'était abordable. Puis là, elle a fait un spectacle... pendant que les salles avaient réouvert, elle avait fait quelque chose. Ça avait doublé. Ben C'est ouais. la même salle. Ouais. Ouais. Tu fais comme... Non, c'est ça. C'est mathématiquement, la game a changé. De par les... c'est ça, comme pour les salles de spectacle. Moi, en fait, c'était ça le plus... Parce que toi, tu avais tes saisons déjà qui étaient déjà pas mal bookées. J'avais quelques spectacles en vue. Mais c'est ça, c'était de constater que c'était pas à cause que les gens ne voulaient pas aller dans les théâtres. Ben oui, en partie, il y a ça. Il y a beaucoup de monde qui était inquiet de... Il y a eu une peur. C'est ça. Après ça, mais après ça, c'est ça. C'était les mesures, les décrets qui faisaient en sorte que les salles de spectacle étaient prises à la gorge. Les conséquences de ça faisaient que, ma salle de 800 places, je peux juste en rentrer 72. Puis il faut que ce monde-là soit assis 2 par 2. Il faut qu'il reste assis tout le long du spectacle. Le propriétaire de la salle te charge le même prix, ou presque. Ben c'est ça. Ça fait que c'est là où est-ce que pour arriver dans son calcul, lui, il n'y a pas plus de subventions. Son prix du billet, à un moment donné, puis l'artiste, en bout de ligne, ben, il va partager le petit morceau de tarte qui reste parmi les gens qui a... Toi, tu chantes absolument pour rien parce que tu veux payer tes artistes, tu veux payer tes musiciens qui sont avec toi. Exactement. Je suis le dernier qui se paye. T'as pas le choix parce que les autres, t'as la norme des guides des musiciens à payer. Tu leur donnes au moins le minimum. Ouais. T'as pas le choix. Puis que, automatiquement. Alors, c'est une industrie vraiment qui est... Oh, boy. Une chose qu'on est là, nous autres, à essayer de pousser, mais c'est génial. Très, très, très difficile. C'est très difficile parce que je voudrais rencontrer 25 personnes par soir pour pouvoir faire quelque chose, mais ça ne donne pas le temps de vraiment faire ce qu'on fait là. Fait que, c'est génial, en tout cas, que tu le fasses, Louis. Ben, on le fait, puis on le fait avec un immense plaisir. Puis, ça paraît. Il y a du monde, ben oui, c'est une passion. C'est comme toi avec la musique, c'est une passion. Écoute, l'entrevue, pour moi, se termine pour ce soir. Je suis très heureux de t'avoir rencontré. Pareillement. Puis, écoute, le prochain album, peu importe, c'est un petit quelque chose, peu importe, là, ça te tente, hey, Louis, tu m'appelles, puis, ou t'appelles Pierre, puis hey, ça me tente, j'ai quelque chose qui sort. Mais, hein. Puis, on peut le faire par téléphone, on peut le faire en direct. Je peux me déplacer même. On n'est pas en période de COVID, on peut se déplacer. Au pire, j'amènerai mon plexiglas en permanence. Tu sais, j'ai encore les chaînes en haut pour ça. Là. C'est bien plate. Là. Le monde me dit qu'est-ce que tu vas-tu m'attacher? Non, on les garde là en spare. Fait que le monde n'a pas vu le studio encore. Fait que ils l'ont vu comme on arrête aux chaînes. Ils n'ont pas vu les chaînes en haut. Fait que, mais sérieusement, on a des chaînes en haut, mesdames et messieurs. Oui, puis pas des petites à part de ça. Là. Si je veux garder un artiste avec moi, mais j'ai une menotte là. Fait que, non, mais sérieusement, je te souhaite bonne carrière. Merci, Louis. Bon restant de carrière, parce Merci que tu en as encore pour 50 prochaines années. À peu près, minimum. T'es jeune, ton record? T'es encore dans la trentaine? Pas tout à fait. Non, moi, j'ai l'âge de Stéphane Richer, 44. Un petit peu plus avancé. OK, il est encore jeune. My God, j'aimerais ça être jeune de même encore à 44 ans. Ben, merci beaucoup. Toi qui en as 45 maintenant, je te comprends. Oh, merci. Oh, là, tu as fait disparaître une coupe de cheveux. Non, mais sérieusement, on est en cinquantaine très avancé. Fait que, merci beaucoup. Ben, merci pour l'invitation. Puis, merci. Écoute, l'entrevue, vous allez pouvoir, mesdames et messieurs, le retrouver au cours de la semaine sur les réseaux sociaux et sur la page web de la radio. Je vais vous annoncer un hit là. Toutes les entrevues que Louis P. fait, on va les repasser en rediffusion dans quelques temps, dans quelques jours même. Ça se pourrait que je décide de toutes les passer en boucle.
Fait que quelques fois dans le mois, vous allez pouvoir les réentendre. On est rendu une bonne dizaine. Là. Fait que depuis qu'on a recommencé la radio, naturellement, oui, merci. Excuse-moi, j'ai des gens sur Messenger qui m'écrivent des choses, puis... Yes, on les salue. Oui, c'est fou. Puis j'apprécie énormément, puis on va continuer à suivre ta carrière. Puis, écoute, si tu as une pub, on les met sur les réseaux sociaux. Nous autres, on va le partager. Pierre va nous le partager avec un immense plaisir. Je pense que Pierre, il fait un bon travail là-dessus. Fait que, merci, mille fois. Merci pour l'invitation, ça m'a fait Fait grand que, mesdames plaisir. et messieurs, je vous invite aussi demain à écouter Stéphane Ducharme à 16h pour l'apéro, ainsi que M. Pat Gosselin avec le Big Pat Show à partir de 19h à 21h. Fait que pour moi, pour ce soir, passez une belle fin de semaine et je vous dis à la semaine prochaine. D'ici là, mais restez vraiment à l'écoute de la radio LP 24/24. Salutations, bye bye. Ciao!